remercie tout le monde d'être là. Prenez place. Nous avons atteint le quorum. Nous pouvons commencer. Je tiens à remercier les membres présents pour cette réunion et également remercier nos invités qui nous ont beaucoup aidés dans le rapport que nous allons présenter ce matin. Au titre donc de la Direction générale des affaires économiques, nous avons avec nous Madame Émilie Guibal, juriste du bureau soutien à l'économie. Au titre de la Chambre des notaires de Polynésie française, nous avons, je l'ai vu, Monsieur Jean-Philippe Pina, président. Il était là. Oui. Au titre de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete, nous avons Madame Vanessa Korunfeld, avocat. Voilà donc, à l'ordre du jour, nous avons été convoqués selon l'ordre du jour. Je vous rappelle, mais avant cela, je vous rappelle également deux choses. Le droit à l'image. Vous avez les séances plénières du CESEC sont filmées, photographiées, et pour faire valoir votre droit à l'image et au respect de votre vie privée, vous pouvez prendre contact avec le service de communication du CESEC, puisque votre image risque d'être diffusée sur les réseaux sociaux de l'institution. Je rappelle également que pour les séances plénières du CESEC, toutes les séances sont publiques, dans la limite des places disponibles, bien entendu. Par ailleurs, durant la séance plénière, seuls les membres siégeant dans l'institution ont droit à la parole distribuée par la présidente. Donc, l'ordre du jour de ce matin est le suivant: étude. Deux points essentiels. Étude d'avoir adoption d'un projet d'avis sur le projet de loi du pays portant modification des livres 1 et 2 du Code de commerce. Point 2, la présentation de l'autorité polynésienne de la concurrence sur ses missions et son fonctionnement. Et si vous avez des questions diverses, on passe aux questions diverses. Pour ce premier point, l'étude d'avoir adoption d'un projet d'avis sur le projet de loi du pays portant modification des livres 1 et 2 du Code de commerce, j'invite les rapporteurs, Mesdames Florence Drolet et Maëva Van, à me rejoindre en tribune et de prendre place et donner lecture du projet d'avis. Yorana tout le monde, merci Madame la Présidente. Je vais donner lecture du projet d'avis, en commençant donc par le grand 1, l'objet de la saisine. Le président de la Polynésie française soumet à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification des livres 1 et 2 du Code de commerce, conformément à l'article 151 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004. Grand 2, contexte et objectif. Le monde de l'entrepreneuriat est caractérisé par un environnement en constant changement, pour lequel la clé de la réussite est souvent liée à sa capacité d'adaptation. Dans le cadre de sa politique de soutien et d'accompagnement de l'entrepreneuriat, le gouvernement propose de moderniser certaines dispositions du Code de commerce polynésien relatives au régime du bail commercial et aux instances décisionnelles des sociétés. Le projet de texte assigne deux objectifs principaux. Premier point, concernant le bail commercial et notamment l'évolution réglementaire du régime dérogatoire. L'entreprise exerce son activité économique, commerciale, industrielle ou artisanale, dans un local dont elle a la propriété ou qu'elle loue. Pour ce dernier cas, un bail commercial est établi. Il est régi par les articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce.
En signant un bail commercial, les parties au contrat que sont le locataire ou preneur et le propriétaire ou bailleur bénéficient automatiquement de ces règles dénommées également statut des baux commerciaux. Ce statut confère notamment une protection aux locataires avec une garantie de durée minimale de 9 ans du bail, un loyer réglementé et un droit au renouvellement du bail tout en garantissant certaines libertés comme la résiliation triennale. La réglementation actuelle autorise un bail commercial en régime dérogatoire, aussi appelé bail précaire, dont la durée maximale est de 2 ans et qui, par exemple, ne comporte pas d'indemnité d'éviction à la charge du bailleur à l'échéance du bail. Selon l'exposé des motifs, le gouvernement souhaite favoriser le dynamisme de l'économie en augmentant la durée des baux dérogatoires de 2 à 3 ans, ainsi qu'en permettant la possibilité d'effectuer des baux successifs de ce type, sans excéder une durée maximale totale de 3 ans. Il souhaite également rendre obligatoire pour ce régime particulier la réalisation d'un état des lieux contradictoire à l'entrée et à la sortie du local loué. Par ailleurs, la réglementation projetée prévoit de clarifier les grosses réparations étant à la charge du bailleur. Leur détail relèvera d'un arrêté d'application pris en Conseil des ministres. Second point, concernant l'assouplissement numérique des modalités de réunion des instances décisionnelles des sociétés. Le Code de commerce définit la tenue en présentiel des organes décisionnels des sociétés, Assemblée générale, Conseil d'administration, Conseil de surveillance et directoire. Dans un contexte de besoin grandissant de dématérialisation de ces organes, notamment suite aux enseignements tirés de la crise sanitaire Covid-19, il s'agit pour les autorités, au travers de nouvelles dispositions, de promouvoir la transition numérique des entreprises en permettant la tenue des instances de concertation des sociétés commerciales par des moyens de communication, par des moyens électroniques de communication. Ces instances pourront ainsi se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Là aussi, les modalités seront précisées par arrêté d'application pris en Conseil des ministres. Dans le même temps, au terme de l'exposé des motifs, les auteurs du projet de texte souhaitent, sur le même principe, faciliter les modalités de prise de décision dans ces instances décisionnelles en permettant que certaines décisions puissent être prises par consultation écrite des décideurs. Grand 3, observations et recommandations. Le présent projet de loi du pays, soumis à l'examen du CESEC, appelle les observations et recommandations suivantes. Premier point, pour des mesures concernant les baux commerciaux. Premier point 1, pour une meilleure adaptation du bail commercial dérogatoire avec sa durée étendue à 3 ans. Sur le principe, le gouvernement propose la durée maximale du bail commercial à titre dérogatoire à 3 au lieu de 2 ans, soit une année supplémentaire, et autorise des baux commerciaux à titre dérogatoire successifs dans la limite d'une durée maximale de 3 ans. Les organismes représentatifs des professionnels reçus par le CESEC reconnaissent que le délai de 3 ans correspond à un cap pour les entreprises quant à la pérennisation de leur activité. Le CESEC adhère aux mesures envisagées qui devraient répondre aux besoins des entreprises durant les premières années d'existence où l'activité est testée, en leur offrant plus de visibilité pour se développer. Second point, pour une sécurité renforcée des baux commerciaux par de nouvelles dispositions, dont la précision de la répartition des grosses réparations. Le projet de loi du pays vient encadrer les grosses réparations relevant de la responsabilité du bailleur. Celle-ci concerne la sécurité et la salubrité, confère article LP2. Ces dispositions viennent compléter le Code civil polynésien qui dispose déjà, article 605, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. Article 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, toutes les autres réparations sont d'entretien. Sur le constat dressé par les professionnels, le locataire prend souvent le local commercial en l'état où il se trouve et réalise à sa charge les travaux en question. Aussi, le CESEC observe-t-il que la détermination exhaustive des grosses réparations relevant du bailleur, tout comme l'obligation de la réalisation d'un état des lieux lié au bail commercial dérogatoire, devrait permettre de réduire les disparités contractuelles entre les droits et devoirs des deux parties, avec un rééquilibrage en faveur du preneur.
Ces propositions d'éléments de droit objectifs opposables seraient une avancée pour le preneur compte tenu du contexte du marché local de l'immobilier. Cette mesure s'inscrit dans le bon sens. Toutefois, sur la question de la mise en conformité du local commercial, l'institution relève que celle-ci devrait être assurée tant au moment de la contractualisation d'un nouveau bail commercial qu'au fil de l'évolution réglementaire. Pour l'institution, une prise de conscience du défaut de contrôle doit être faite afin que ce principe de continuité soit mis en œuvre sur le plan de la sécurité, normes incendie, électricité, assurance, etc. Aussi, le CESEC recommande en amont la réalisation de la visite initiale de sécurité par le bailleur concomitamment à la réalisation de l'état des lieux. De plus, il insiste sur le respect de la visite de sécurité annuelle, registre de sécurité, à la charge du preneur. Le CESEC préconise que cette obligation figure au sein du bail commercial. Par ailleurs, le projet de loi du pays dispose que la liste des grosses réparations est arrêtée en Conseil des ministres. Les rédacteurs du projet de texte ont indiqué à l'institution que le projet d'arrêté, qui n'est pour l'heure pas encore constitué, devrait lister ces grosses réparations de manière plus précise que les dispositions correspondantes de l'article R 145-35 du Code de commerce actuellement applicable dans l'Hexagone. Le CESEC déplore qu'il ne lui ait pas été possible de prendre connaissance des éléments du projet d'arrêté en question dans la constitution de son avis. En outre, si la notion de sécurité peut être cernée par notamment des renvois réglementaires à des mises en conformité obligatoires, sans éliminer tout risque d'interprétation, celle de salubrité semble recouvrir un champ d'interprétation plus vaste. Ainsi, le CESEC reste vigilant sur le fait que l'arrêté pris en Conseil des ministres devra, comme les auteurs du texte s'y sont engagés, être précis sur la liste des grosses réparations à la charge du bailleur, et ce, afin d'en faciliter la lisibilité. Il préconise enfin des adaptations réglementaires nécessaires liées à notre climat et à la nécessité d'une ventilation, voire d'une climatisation aux normes, au registre des grosses réparations. Grand 3-1.3 pour une meilleure information des preneurs. Les relations commerciales entre preneurs et bailleurs peuvent être rééquilibrées par une meilleure information des preneurs à travers différentes actions de sensibilisation. La portée de la durée maximale de 2 à 3 ans du bail commercial dérogatoire devrait s'accompagner d'une sensibilisation des potentiels preneurs sur les conditions de la future transition entre ce bail précaire et le bail commercial classique. En effet, les conditions du futur bail, montant des loyers, prix du pas de porte éventuel, etc., doivent être anticipées par le preneur afin d'éviter à l'échéance du bail commercial dérogatoire une situation de négociation délicate avec le bailleur. Outre la Direction générale des affaires économiques, la CCISM constitue un acteur essentiel dans ce travail d'information des intéressés. Grand 3-1.4 pour la poursuite de la réflexion sur les devoirs et droits du bailleur concernant les baux commerciaux. L'institution a pu constater lors de ses auditions que le marché des baux commerciaux est parfois composé de locaux vétustes et que des locaux ne sont pas mis sur le marché par les propriétaires pour des raisons diverses, problèmes d'indivision, travaux ou remises aux normes coûteux, etc. Par ailleurs, il est ainsi notable que la destination de l'activité du local commercial est classifiée en tout commerce par le bailleur, lui évitant ainsi la responsabilité des travaux de mise aux normes qui sont destinés à une activité particulière, exemple une laverie. Aussi, il convient que les instances concernées poursuivent une approche concrète de cette réalité économique. Les mesures de responsabilisation du bailleur méritent d'être revues de manière pragmatique dans leur ensemble et en contrepartie de possibles incitations afin de permettre la mise en location de biens et un juste équilibre. Il conviendrait de mettre en place des accompagnements ou des aides financières pour faciliter la mise sur le marché de nouveaux locaux par les bailleurs. Au titre des obligations, des pistes de réflexion sont à étudier comme la mise à la charge du bailleur des travaux qui participent directement ou indirectement à la valorisation du bien loué. À ce titre, le ravalement de façades contribuerait, au travers de décisions politiques courageuses, au dynamisme commercial et à l'embellissement notamment de notre capitale papété. Par ailleurs,
Au-delà de l'amélioration en droit des conditions de prise de bail pour les entreprises, il convient de s'assurer qu'elles le seront en fait en tenant compte des rapports de force existants sur un marché de l'immobilier peu concurrentiel. Ainsi, l'un des objectifs présentés par les rédacteurs est la clarification de la mise aux normes du local à la charge du bailleur. Cet objectif, pour être effectif, devrait être accompagné de mesures complémentaires. En effet, le marché actuel des baux commerciaux semble caractérisé par une faiblesse de l'offre de biens, une qualité très disparate et une absence de spécialisation, tout commerce. Ceci induit des comportements et des usages parfois éloignés de la réglementation et des bonnes pratiques. L'ensemble des acteurs interrogés a rappelé que les baux commerciaux étaient de nos jours sur le Fénois généralement conclus à l'avantage du bailleur. Plus largement, les points de réflexion suivants touchant au statut des baux commerciaux ont été portés à l'attention du CESEC. Premier tiré, la mise en place d'une taxation affectée et de la non-valorisation des locaux commerciaux. Deuxième tiré, le rééquilibrage des honoraires de mise en location en faveur du preneur. Ceux-ci sont actuellement libres et intégralement à la charge du preneur. Ils pourraient par exemple être réglementairement fixés et partagés entre le preneur et le bailleur à l'instar des baux d'habitation. Troisième tiré, l'établissement du récapitulatif annuel des charges par le bailleur. Quatrième tiré, la hausse du dépôt de garantie, la caution, de 1 à 2 mois en faveur du bailleur afin de favoriser ainsi la mise sur le marché de son bien. Grand 3-2, pour des mesures concernant la tenue des organes décisionnels des sociétés. Si le CESEC reconnaît que les évolutions proposées ne souffrent pas sur le fond de constatation de la part des acteurs concernés, il aurait été souhaitable que les auteurs du projet de texte mènent une concertation préalable auprès des organisations représentatives. Celle-ci n'a pas eu lieu et l'institution le déplore. Grand 3-2.1. D'une meilleure flexibilité de la tenue des instances de concertation des sociétés par la possibilité de l'utilisation de moyens électroniques de communication. Le projet de loi du pays prévoit d'encadrer la possibilité de la tenue des instances de concertation des sociétés à distance. La dématérialisation de la réunion de ces organes étant déjà un fait pour certaines entreprises, les représentants des professionnels considèrent cette possibilité comme une régularisation réglementaire des pratiques actuelles. Le CESEC acquiesce à ces modifications réglementaires qui emportent l'adhésion des professionnels qui les pratiquent déjà, mais ce, dans la mesure où la télécommunication à distance demeure facultative et sous réserve que les entreprises intéressées maîtrisent leur niveau de sécurité et de confidentialité. À ce titre, le CESEC observe le développement de solutions techniques quant à l'identification des personnes à distance, exemple, agrément par l'ANSSI. Cependant, il s'interroge sur le niveau de sécurité fourni dans l'absolu par ces moyens de télécommunication. En effet, si sur le principe le CESEC comprend la démarche réglementaire pour encadrer cette facilité technologique, il reste vigilant sur le maintien de la sécurité des entreprises. L'institution enjoint l'ensemble des acteurs économiques à veiller à mettre en œuvre toutes les conditions afin que la souplesse attendue de la dématérialisation ne se fasse pas au détriment du niveau de sécurité, notamment sur les phases d'identification et d'authentification des interlocuteurs. La dématérialisation présente des avantages certains tels que la flexibilité, la réduction des déplacements et une communication plus rapide. Le CESEC rappelle toutefois que la participation en présentiel favorise l'interaction et la dynamique des discussions. Elle peut également éviter des problèmes techniques. Les bénéfices de la révolution technologique en cours doivent être mesurés par les acteurs concernés. Grand 3-2.2, d'une meilleure prise de conscience des réalités. La consultation des parties concernées aurait certainement constitué un apport positif au présent projet, d'une part, sur des points de forme et d'intelligibilité pour lesquels des améliorations semblent possibles, et d'autre part, sur la mesure et d'autre part, sur la mesure de l'impact réel des nouvelles règles.
Le CESEC note ainsi que la tenue des réunions des organes décisionnels des sociétés pour tout ou partie en distanciel est encadrée réglementairement. Les conditions de l'officialisation des documents légaux restent à déterminer. Par exemple, l'institution relève que la validité de la signature électronique n'est pas évoquée dans le présent projet de texte. Aussi, elle s'interroge sur les modalités concrètes permettant aux entreprises de faire reconnaître sans difficulté les documents officiels émanant de ces réunions réalisées pour tout ou partie en distanciel. En effet, l'institution constate que, par défaut de concertation, il semble que les mesures de mise en œuvre de la digitalisation, comme la modification des statuts des sociétés concernées, n'aient pas été anticipées. En conséquence, les contraintes administratives, leurs coûts et leurs délais de réalisation devront être appréhendés. Grand 4. Conclusion. Le CESEC reconnaît que les mesures d'adaptation en matière de bail commercial dérogatoire, dont la durée est portée à 3 ans au lieu de 2, et de la dématérialisation des instances au sein des sociétés devraient faciliter la vie des entreprises. L'institution soutient ces mesures en faveur de l'activité économique. Dans le même temps, le renforcement de la sécurité des contrats par l'obligation d'un état des lieux contradictoire au bail commercial dérogatoire et la clarification des grosses réparations en matière de sécurité et de salubrité incombantes aux bailleurs viennent assainir les relations commerciales entre preneurs et bailleurs et ainsi améliorer le climat des affaires. Outre ces mesures positivement accueillies par les acteurs concernés entendus, le CESEC recommande, pour la mise en conformité du local commercial loué, le renforcement des dispositions relatives à la sécurité par la réalisation de la visite initiale de sécurité par le bailleur concomitamment à la réalisation de l'état des lieux. Les avancées proposées au travers du projet de texte en matière de responsabilisation du bailleur ne sont cependant pas garanties d'effet compte tenu que, sur le fond, le marché des baux commerciaux souffre d'un manque de concurrence qui peut limiter ses impacts. Au-delà du projet de texte soumis à sa consultation, le CESEC milite en faveur de mesures d'accompagnement en concertation avec les parties prenantes pour améliorer la tenue des organes décisionnels à distance des sociétés et leur officialisation en toute sécurité en l'absence de signature électronique. Si la dématérialisation présente des avantages, certains au rang desquels la flexibilité, la réduction des déplacements et une communication plus rapide, il convient de rester très vigilant sur les évolutions technologiques à maîtriser impérativement. Enfin, l'institution reste en attente de mesures plus grandes d'envergure relatives au Code de commerce polynésien, comme la refonte des baux commerciaux et des règlements d'affaires plus urgents, comme les délais occasionnés par les problèmes rencontrés au registre du commerce et des sociétés RCS. En conclusion, et sous réserve des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de loi du pays portant modification des livres 1 et 2 du Code de commerce. Merci bien, mesdames les rapporteurs. Pardon. On va terminer avec la lecture de l'annexe. Donc, en annexe, donc, sur les points de rédaction du projet de loi du pays modifiant le Code de commerce, de l'alinéa 5, toute clause contraire est réputée non écrite, et de l'alinéa 7, toute clause contraire aux dispositions des 2 alinéas précédents est réputée non écrite. Donc ça, c'est pour l'article LP3. Les termes « ou représentés » semblent absents après les termes « sont présents » au 2e alinéa de l'article LP4 et de l'article LP5. La référence dans l'alinéa 5 de l'article LP4 au second alinéa de l'article L225-36 semble erronée. Il n'y a pas de second alinéa de cet article au Code de commerce polynésien. De même, la référence dans l'alinéa 5 de l'article LP5 au second alinéa de l'article L225-65 semble erronée. Il n'y a pas non plus de second alinéa de cet article au Code de commerce polynésien. À l'article LP4, le dernier alinéa de l'article 225-37 avant modification semble manquant. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Celui-ci figure bien au tableau synoptique établi par les auteurs. Enfin, il y a interprétation possible aux articles LP6 et 7 du terme « exclusivement ». Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu, ou exclusivement par visioconférence. Et les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence. Selon les auteurs, il s'agit de pouvoir permettre la tenue de ces instances en visioconférence ou en composition mixte avec du présentiel. Une rédaction plus fidèle à l'esprit pourrait être pour tout ou partie par visioconférence. Merci bien, mesdames les rapporteurs, pour ces précisions en annexe. Les membres, je vous informe qu'une proposition d'amendement a été déposée, mais avant de passer à l'étude de ces derniers, conformément à nos textes, particulièrement l'article 26 du règlement intérieur, nous devons épuiser la discussion générale. Aussi, j'ouvre la discussion générale. Madame Raymonde. Merci Madame la Présidente et bonjour tout le monde. J'ai revu le texte ce matin et j'aurais une remarque à faire à l'article LP8 concernant l'ajout du 3e alinéa. À la fin, il y a une proposition qui est mise et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par un arrêté en Conseil des ministres. Cette proposition relative porte à confusion puisqu'on a l'impression qu'il s'agit on parle de la nature de l'identification. Or, il me semble que c'est la nature des moyens de télécommunication et cela est confirmé par la rédaction au niveau de l'article LP9 par la dernière phrase. Après, permettant leur identification, il a été mis un point et on rajoute « La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition seront déterminées par un arrêté pris en Conseil des ministres. » Je pense que c'est cette phrase qui doit remplacer la proposition relative qui est à l'article LP8. Mais je suis désolée, je ne l'ai pas vue avant. Merci, Présidente. Thierry, merci. Merci Madame la Présidente et bonjour à tous. Moi j'ai deux commentaires concernant les instances décisionnelles des sociétés. Le premier, c'est que là on parle des instances décisionnelles des sociétés commerciales. Donc ma question c'est quid des CM, quid des CA, s'il CPS, etc. Est-ce que c'est permis aujourd'hui et sinon est-ce qu'il est prévu de faire le même genre de démarche? Parce que pourquoi ça serait fait que pour les sociétés commerciales et pas pour celles qui ne le sont pas ou qui ne le sont que partiellement? Parce que les enjeux sont les mêmes et les décisions sont les mêmes. Donc c'était ma première question, de savoir si le débat si ça a été abordé pendant la commission. Et la deuxième question, qui est plus de fond, c'est que je regrette que dans le projet de loi, il n'y ait pas de limite aux motifs d'organisation par visioconférence. Alors je m'explique, c'est qu'on comprend bien que certaines sociétés ont des administrateurs qui se trouvent hors Polynésie, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, ou certains peuvent restent à domicile pour des raisons de maladie ou autres, mais il n'y a aucune limite sur le fait de pourquoi on organise une visioconférence. Alors je le dis parce que, et ça a été dit pendant l'exposé des motifs, pendant le rapport, c'est que la qualité des débats en présentiel n'est sûrement pas la même que quand on est en visioconférence. Et je ne parle même pas des consultations écrites, parce que c'est encore un autre sujet. Et moi, ce que je crains, c'est que ça puisse être utilisé par certains dirigeants ou administrateurs pour éviter le débat, de dire finalement, je n'ai pas envie de me mettre en frontal avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, donc finalement, je vais rester à distance, c'est plus tranquille, c'est plus confortable. Je peux couper mon micro quand j'ai envie, enfin voilà, ce genre de débat. Et donc moi, j'aurais préféré qu'il y ait un minimum de motivation justifiant l'appel à la visioconférence, parce que je considère quand même que
Et on le voit bien ici, rien ne remplace le débat en présentiel. Voilà. Merci. Oui, alors, sur le premier point, non, effectivement, ça n'a pas été abordé en séance. Et sur le second point, effectivement, ça reviendrait à aller un petit peu plus loin dans le paragraphe grand 3-2.1, donc qui, comme tu l'as remarqué, donc, dans lequel on évoque que la participation en présentiel favorise l'interaction, etc. Donc c'est bien ce que tu évoques. Et oui, en allant plus loin et en préconisant que des limites soient cependant apportées sur les motifs, si j'ai bien compris. Et je voudrais rajouter, et je ne parle même pas des consultations écrites, parce que c'est vrai qu'il est marqué que c'est au statut à mettre les limitations là-dessus, mais si on commence à faire des consultations écrites pour tout n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de débat. Voilà. Donc c'est ce que je crains, voilà, c'est que ça puisse aller trop loin dans des cas conflictuels dans certaines entreprises. Merci, M. Play et Martine. Bonjour, chers collègues, bonjour aux invités. Je fais partie de la commission économie, néanmoins, je n'ai pas pu faire ce texte parce que j'avais d'autres obligations. J'ai travaillé sur l'autre commission. Et donc, j'ai des questions à poser à mes collègues de la commission économie. La première de mes questions, c'est quand vous dites, alors, dans observation et recommandations, donc au troisième alinéa de la page 2, quand vous dites les organismes représentatifs des professionnels reçus par le CESEC reconnaissent que le délai de 3 ans correspond à un cap pour les entreprises quant à la pérennisation de leur activité. Je voudrais savoir comment vous pouvez dire que, en mettant un bail dérogatoire, et qu'une entreprise, on va me dire une petite boulangerie qui se met à un endroit bien précis et qui commence à vendre son pain à la clientèle qui est tout autour, qu'en poussant un bail dérogatoire à 3 ans, c'est-à-dire au bout de 3 ans, le bailleur pourra dire t'arrêtes ta boulangerie, tu vas la faire plus loin, ça sécurise le business des petites entreprises. J'aimerais connaître le truc, parce que en général, quand vous vous mettez dans un endroit, d'abord il y a la situation géographique, donc c'est très important. Donc la personne va se donner corps et âme pour faire marcher son entreprise. La première année, c'est long, on le sait, pour les entreprises. La deuxième année, et puis la troisième, enfin la deuxième, le bail dérogatoire était limité à 2 ans, parce qu'après ça donne quand même une sécurité à l'entreprise de se dire je vais bien pouvoir rester au même endroit, parce que tous mes clients maintenant sont tout autour. Qu'est-ce qui fait qu'on sécurise un bail en poussant le dérogatoire à 3 ans? C'est la question que je vous pose, parce que moi je suis surpris que les professionnels que vous avez reçus, les organismes représentatifs des professionnels reconnaissent que le DZ reçoit un cap pour l'entreprise. Oui, même avant, même à 2 ans, c'est un cap, parce que si les clients sont tout autour du lieu que je loue, et qu'on me dit au bout de 2 ans, non, tu t'en vas, il faut que je recommence tout le travail ailleurs. C'est pour ça que je suis surpris, c'est une question. Oui. Effectivement, c'est regrettable que tu n'aies pas pu participer au débat, parce que certainement que tu nous aurais donné ton éclairage avant. Donc, il y a déjà 2 points. Le premier, c'est que là, on est en train de parler de bail dérogatoire, mais c'est quand même pas le cas normal. Le cas normal, c'est le bail commercial 369, pour commencer. Donc, effectivement, la boulangerie qui s'installe, a priori, elle opte plutôt pour un bail normal, et on est vraiment dans le cas de la dérogation. Après, le point que tu évoques a été débattu assez longuement en commission, parce qu'on s'est dit exactement la même chose, que effectivement, ça revient quand même aussi à prolonger la précarité d'1 an, on est bien d'accord, mais il n'empêche que de tous les invités que nous avons eus, ce qui est ressorti, c'est que c'était plutôt un point positif, et aussi un argument pour que le bailleur accepte plus facilement de louer, parce que ce qu'on nous a énormément remonté, c'est que c'était compliqué de trouver un local tout court et de trouver quelqu'un qui accepte de te louer. Donc, dans la mesure où effectivement le bail précaire reste un petit peu plus favorable pour le bailleur, dans la mesure où ça permet de prolonger une période de précarité qui, elle, on est bien d'accord, est au détriment du preneur, ça lui permet aussi d'accéder à la location.
Voilà, je ne retranscris que la teneur des propos, et vraiment, ça a été assez unanime. Donc, c'est la raison pour laquelle l'avis est rédigé dans ce sens. Mais ce point était largement discuté. Martine, après Félix. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous. Alors moi je suis entièrement d'accord avec Monsieur Moser, et ayant fait partie de cette commission, j'avais soulevé exactement ce qu'il vient de dire à plusieurs reprises, si vous vous rappelez bien. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Merci. Félix. Maruru, présidente, bonjour à tout le monde, bienvenue à nos invités. Et en commission, on a essayé de discuter un peu de tout, et notamment lorsque je suis boulanger, j'investis dans du matériel et il me faut au minimum 5 ans pour amortir mon matériel, je ne vais sûrement pas prendre un bail dérogatoire. Voilà. Par contre, si je suis repasseur, j'ai donc ma planche à repasser, mon fer à repasser, là par contre, le bail dérogatoire est intéressant. Parce que ce n'est pas sûr que mon activité va être rentable, est-ce que ça va être durable, on ne sait pas. Voilà. Donc tout dépend des investissements que l'on fait. Plus on investit, moins on aura possibilité de prendre un bail dérogatoire, parce que c'est quand même, disons, risqué. Voilà. Bonjour, Président. Merci, rapporteur, oui. Madame la Présidente, merci. Bonjour à tous. Je voulais juste intervenir par rapport à l'intervention de M. Play. Je pense qu'on a allongé à 3 ans de manière à permettre au loueur de voir si son activité allait tenir sur du long terme, ce qui allait lui permettre par la suite à opter pour un bail commercial ailleurs peut-être. C'était surtout ça l'objectif, c'est de permettre au loueur de voir sur 3 années si son activité allait tenir. Merci, Monsieur Play. Oui. En général, quand vous montez une activité, vous êtes obligé d'investir dès la première année. Vous comprenez? Quand vous avez une entreprise, comme le dit, alors si c'est une boulangerie, c'est du matériel très cher, même des restaurants. C'est pour ça que les gens vont faire des prêts à la Sofidep, des prêts d'honneur. Ils investissent déjà leur argent. D'accord? Souvent, quand ils arrivent dans des locaux, c'est des beaux commerciaux, il y a une discussion tout de suite sur est-ce que les locaux sont conformes. Le minimum, ça serait que les locaux soient conformes en électricité, ce qui est rarement le cas. D'accord? Sauf que, alors souvent, il y a une discussion entre le locataire et le machin, et le bailleur. Allez, je te fais 3 mois gratos, mais tu fais les travaux d'électricité. C'est comme ça que ça se passe en réalité. La règle, c'est le clos et le couvert. Le clos et le couvert. Ça, c'est le bailleur qui en est responsable. C'est-à-dire que la toiture, il ne faut pas que ça fuit, et les murs tout autour, et les murs en dur, sont à la responsabilité du bailleur. Alors, moi, là où j'ai du mal à comprendre, c'est forcément que mon avis. Quand on monte son entreprise, on s'investit, c'est-à-dire on va faire des crédits, etc. C'est pas pour se dire dans 3 ans, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et moi, j'ai envie de faire tout pour que ça marche dès le départ, dès la première année, dès la deuxième année. Alors, dans votre vision, vous avez le bail dérogatoire à 2 ans que vous voulez passer à 3 ans. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le bail commercial, c'est une sacrée sécurité pour l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où elle opte pour le bail commercial, et tout de suite, elle est protégée que son activité va bien être pérennisée à l'endroit où elle est. Donc ça, 1, c'est le point géographique que je vous expliquais tout à l'heure, et 2, à partir du moment où vous avez un bail commercial, il y a des obligations au bail commercial. Il faut surtout bien payer son bail commercial en temps et en heure. C'est pour ça que les gens louent des baux commerciaux, parce qu'ils sont sûrs d'être payés. Vous ne payez pas pendant 3 mois, votre bail commercial, il saute. Ça peut même être moins. C'est le bail commercial, c'est pour ça que les gens le louent. Moi, je suis un peu surpris quand même, parce que le bail dérogatoire, en fait, c'est surtout à l'avantage du bailleur. Parce qu'il n'y a rien à exiger.
Demain, on vous enlève de votre baux commerciaux au bout de 4-5 ans. Le bailleur veut dire on arrête. Il est obligé d'indemniser l'entreprise et de lui retrouver des locaux. C'est ça la loi aujourd'hui. Et lui proposer des locaux ailleurs, tout à sa charge. Donc c'est pour ça que tous les gens que vous voyez, ils sont en sécurité parce qu'ils ont le bail commercial. Alors oui, les dispositions qui sont proposées aujourd'hui de mettre aux normes dans l'électricité, d'avoir le minimum, même pour les baux dérogatoires, je trouve ça bien. Mais moi, j'ai du mal à comprendre hein, que rallonger de 2 à 3 ans, ça soit à l'avantage de l'entreprise. Moi, je ne sais pas, je monte une boîte, la première chose que je veux, c'est avoir un bail commercial. Tout de suite, qui va protéger l'endroit où je suis. Parce que je m'investis, comme le disait Félix, enfin ça dépend si vous faites une boutique ou si vous êtes coiffeur, même si vous êtes coiffeur, vous êtes obligé d'acheter tout le matos, d'aménager les locaux. Vous ne pouvez pas le faire au bout de 3 ans, vous le faites tout de suite. Donc votre investissement, vous le faites tout de suite. Donc vous avez besoin qu'on vous dise si c'est un bail dérogatoire parce que le gars a exigé un bail dérogatoire, le bailleur, et que vous ne pouviez pas faire autrement, vous êtes dans l'attente au bout de 2 ans que la personne vous dise « Ok, on fait un bail commercial ». Mais il peut aussi dire « On ne fait plus rien, vous partez ». Et là, j'ai investi tout mon matériel de coiffure pour rien. Ça, vous voulez le passer de 2 à 3 ans. Donc ça, c'est à l'avantage du bailleur, ce n'est pas à l'avantage de l'entreprise pour moi. Pour moi, ce n'est pas à l'avantage de l'entreprise. Ou alors, je ne sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Je vois que, oui, les invités, ok, je suis désolé de ne pas avoir été là, mais c'est pas grave. Hein, je pense que le travail a été très bien fait, mais je ne pense pas que ça soit l'avantage de l'entreprise. Madame la rapporteure. Oui, Monsieur Play, je pense qu'en tant que vrai professionnel, il me semble qu'il est normal déjà d'anticiper. Donc, prendre un local avec bail précaire permet, dans un avenir, au bout de 3 ans, d'envisager, de penser déjà prendre un bail commercial. Le matériel dans lequel l'entrepreneur a investi, il peut très bien le retirer et l'installer dans son nouveau local où il a signé pour un bail commercial. Franchement, je ne vois pas où est la difficulté. D'accord, Monsieur Play, après je réponds parce que quelqu'un qui prend un bail précaire, il ne va pas investir dans les locaux. Enfin, vous n'allez pas investir, refaire les murs, les plafonds, etc., à investir, alors que vous pouvez vous faire virer au bout de 2 ans. Là, vous êtes en train de dire on passe de 2 à 3. Mais moi, je ne sais pas, si je prends un bail précaire, je n'investis pas dans l'électricité, je n'investis pas dans les murs, parce qu'au bout de 2 ans, je me fais virer. Par contre, si j'ai un bail commercial, là, j'investis. Et plus tôt j'ai mon bail commercial, plus tôt j'investis dedans, parce que j'ai la protection justement du bail commercial. C'est ça la protection du bail commercial pour une entreprise. Il est sûr de ne pas se faire virer, il est sûr de pérenniser son activité à l'endroit où il est. Donc, vous dites de passer de 2 à 3, ce n'est pas à l'avantage des entreprises, c'est à l'avantage du bailleur. Monsieur Teiki. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Je ne suis pas un membre de cette commission, je découvre l'avis en séance et en écoutant les échanges et en ayant entendu la lecture du projet d'avis. Sur le sujet qu'évoque Christophe, moi j'avais cru comprendre qu'il y a une telle carence de locaux disponibles pour les commerçants, il fallait peut-être rassurer les propriétaires en mettant en place un dispositif précaire de 3 ans pour que justement le commerçant, il ait au moins 3 ans, c'est ce que j'avais cru comprendre, et que le propriétaire puisse se dire ça marche bien le business de ce gars-là, allez, je le vire et puis je fais le même business à sa place dans mon local. J'avais cru comprendre ça. Hein. Voilà. L'autre sujet qui m'interpelle, c'est à un moment donné, vous utilisez une formulation qui, moi qui suis maître d'œuvre, a vraiment une définition très claire. C'est ce que vous appelez la visite initiale de sécurité. Alors une visite initiale de sécurité, dans mon monde à moi de la maîtrise d'œuvre, c'est une commission de sécurité qui passe pour faire son rapport initial avant ouverture au public. Juste pour rappeler que la commission de sécurité, c'est sollicité par le maire, c'est piloté par des bureaux de contrôle, par des bureaux d'études, par les propriétaires, par les représentants de la protection civile. C'est très...
C'est très précis. Hein. Donc, vous avez pris un vocable, je pense, par rapport à des enjeux qui vous ont sensibilisé dans vos travaux, mais je veux juste porter à votre connaissance qu'ils ont une signification assez particulière pour un pan entier de l'activité, notamment celui de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, s'il s'agit clairement d'améliorer les obligations par le bailleur d'une tenue aux normes de son espace et que cette tenue aux normes vise notamment l'électricité et je pense aussi l'évacuation du public ou du personnel au titre de l'obligation du Code du travail. Voilà, pour moi ça me manque un peu au sens d'une précision de ce que vous mettez derrière ces mots. Le dernier point, c'est sur la dématérialisation. Là, moi, je suis perplexe sur vos rédactions. J'ai du mal à bien saisir. Oui, pourquoi pas, mais comme on ne peut pas mettre la signature électronique, on ne sait pas trop ce que ça vaut, les signatures qu'on va avoir de ces gens-là. Ah bon? C'est vraiment oui, mais non? Les notaires, ils n'ont pas des documents du type DocuSign? Si on fait tout ça avec notaire, on ne peut pas avoir des signatures qui valent quelque chose devant les juridictions? Je ne suis pas notaire, hein. Mais voilà, je suis perplexe sur la question de la validité d'une signature pour une dématérialisation qu'on ne peut pas avoir en signature électronique. Merci, mesdames les rapporteurs. Oui. Sur le dernier point, donc bon, sur le second point, effectivement, je vais essayer de parler au nom donc, de l'ensemble des membres de la commission, mais je pense que vous avez très bien résumé l'intention qui était derrière ce mot. C'était effectivement pas de qualifier en tant que visite initiale telle que vous l'avez décrite très technique, mais c'était justement de mettre derrière toutes les notions effectivement de sécurité, d'électricité, voilà, d'accueil du public. C'est exactement tel que vous l'avez décrit. Donc bon, c'est regrettable effectivement qu'il y ait une confusion qui puisse être faite du fait de la concision en fait, hein, de l'expression. Notez pour le point, en tout cas, bon, vous l'aviez bien compris. Pour le dernier point, oui, en fait, l'interrogation qui a été soulevée et qui est retranscrite dans ce texte, c'est notamment tout ce qui est un PV, par exemple, d'Assemblée générale avec une signature électronique, sera-t-il accepté dans des instances telles que le greffe? En avons-nous la certitude aujourd'hui? La réponse est non. Donc c'est ce que dit le texte. Merci, Monsieur Macario. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les invités, Yorana, Mesdames et Messieurs, Yorana. Alors moi, selon l'exposé des motifs, le gouvernement souhaite favoriser le dynamisme de l'économie en augmentant la durée des baux dérogatoires de 2 ans. Or, il ne parle que de 2 ans. La dérogation, elle vient déroger sur la durée, pas sur le reste. C'est la raison pour laquelle on ramène le film, les grands travaux en Conseil des ministres. Or, en l'état actuel, l'article 145-4 de la délibération 75-41, article 3, qui règle le bail de 9 ans. Or, dans un bail, vous avez au moins 8, tout dépend de la destination, 8 articles à régler. Et là, si on considère que le bail, c'est simplement la désignation, la durée et la destination, tout dépend de la destination qui vient argumenter d'autres éléments. Pourquoi, à l'heure actuelle, les bails de 9 ans sont ramenés en Conseil des ministres depuis 1992, que uniquement le montant du loyer et la révision du loyer. Or, aujourd'hui, on parle des grosses réparations puisqu'on n'a pas modifié. En amont, on n'a pas modifié. Donc, on déroge à la loi, mais le reste demeure sans modification. C'est la raison pour laquelle on ramène les grosses réparations en Conseil des ministres. Et là, on n'a pas les écrits du Conseil des ministres. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il demeure à recours. On peut faire des recours, mais pourquoi faire alors un truc comme ça? Il vaut mieux venir en amont et régulariser. Parce que qu'est-ce qu'il dit, le bail de 9 ans? Au bout de 3 ans ou 6 ans, preneur ou bailleur peut modifier. Mais c'est écrit comme ça. Là, on vient déroger, c'est une loi, c'est écrit dans la loi qu'on peut déroger. Ça, c'est l'amélioration. Mais le reste, il n'y a pas d'amélioration. Et tout ce que les entreprises
C'est des professionnels. Eux, ils savent ce qui se passe. Play, il l'a fait. Montfort, il l'a fait. Moi, je ne suis pas un entrepreneur. Hein. Mais je dis parce que souvent, des gens viennent me voir et je traite ce genre de dossier. Or, il faut peut-être toiletter d'abord le code de commerce polynésien pour pouvoir que tout le monde retrouve. Parce que c'est souvent ceux qui rédigent ces lois-là. Ils disent que c'est pour le bien-être de ceux des utilisateurs. Mais alors pourquoi ils ne prennent pas en compte la preuve solution de facilité pour faire court, on déroge à la règle de 3 ans ou à 6 ans, mais on met sur la loi, sur le code, c'est comme ça. On met 2 ans. Mais après la suite du film, ils se débrouillent. On renvoie ça au Conseil des ministres. Là, il y a un souci. Et c'est là que je demande, moi, c'est un écho ici au sein du gouvernement, c'est de corriger la copie et voir le fond du problème, mais bien toiletter le code monétaire. La preuve, il souligne aussi un truc qui est appliqué en métropole, qui n'est pas appliqué ici. Vous conviendrez que si vous parcourez rien que ça, article 145-A jusqu'à l'article 145-60, vous n'allez pas vous retrouvez les mêmes choses. On dit ça et on dit le contraire. Alors j'aurais aimé que si on déroge à la loi, on commence par déroger au reste. Là, on ne fixe pas la loi, voilà, les grosses réparations, c'est ci, c'est ça. Mais c'est toujours laissé à l'appréciation du preneur et du bailleur. Et bien souvent, le preneur et les bailleurs, ce sont 2 professionnels, quoi qu'on en dise. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Maintenant, moi, je n'ai pas interrogé les rapporteurs parce que le dossier était assez difficile à comprendre parce qu'on nous demande 2 choses en même temps. Les âgés, là, on parle du numérique et de l'autre côté, on parle du Moyen-Âge. Déroger ce droit-là et on laisse faire les choses. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez qu'il faut toiletter le code. Je remercie un de nos invités qui nous a bien précisé, il a bien travaillé son dossier parce qu'il a répondu pratiquement à toutes nos interrogations. Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Mesdames les rapporteurs. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Macalio. Juste pour vous répondre, dans le grand 4, à la conclusion, l'avant-dernier paragraphe, on stipule bien, c'est bien écrit que l'institution reste dans l'attente de mesures de plus grande envergure, comme surtout la refonte des baux commerciaux. Merci bien, Monsieur Play. Merci, Madame la Présidente. En page 4, 4 sur 7, avant-dernier alinéa. Effectivement, donc, on continue sur ces baux, et je comprends un petit peu le désarroi de mon ami Macalio sur le mélange un peu des 2 textes, qui est un peu, c'est un peu bizarre quand on passe du bail à la visio. On a l'impression que c'est un peu une loi balai. Mais moi, je reviens. Alors, je reviens sur l'histoire. Donc, je suis mon petit chef d'entreprise. J'ai un bail précaire qui va passer de 2 à 3 ans. Tout ça, il y a des frais. Et là, vous le dites très bien parce qu'à un moment donné, vous dites, je peux comprendre qu'il faut inciter les bailleurs à aller à faire des baux pour les petites entreprises. Là, il y a un levier, c'est les frais. Parce que quand vous faites un bail précaire, vous signez un bail précaire, après bail commercial, mais à chaque fois, il faut payer, si j'ai bien compris. Et vous le dites, le rééquilibrage des honoraires de mise en location en faveur du preneur. Ceux-ci sont actuellement libres et intégralement à la charge du preneur. Ils pourraient par exemple être réglementairement fixés au partage entre le preneur et le bailleur. Mais si vous dites au bailleur, maintenant il faut payer, il ne va pas être content. Est-ce que je veux dire ? Ça veut dire que, et puis si vous dites au preneur, continuez à payer, c'est pas à l'avantage de l'entreprise non plus. Et puis tout ça, ça va faire des frais. D'accord ? Et puis tout ça, vous nous dites une page avant que tout ça, ça doit être géré par les affaires économiques, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc c'est encore une mission à la DGAE qu'on va leur confier, quand on sait que les services sont déjà débordés. Donc, je m'interroge très fortement sur la motivation de tous ces projets. Et par contre, le levier,
la réflexion est intéressante sur le levier pour aider à ce qu'il y ait plus de baux commerciaux. Et moi, je pense que ça demande une grande réflexion, beaucoup plus large que c'est. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas là pour faire la loi, nous. On est là pour dire si le texte, je vous le rappelle encore, parce qu'on a tendance à dire, les gens ici, on va amender le texte. Vous voyez Louis, la dernière fois, il disait, il faut amender le texte. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on nous demande, on n'est pas des élus. C'est le texte est bon ou pas bon. Quel avis vous avez sur le texte? Mais vous amendez pas le texte. C'est là-bas qu'ils l'amendent. Donc, soit vous le prenez comme ça et vous avez des réflexions sur le texte. Alors, j'ai bien compris, vous partez sur des pistes de réflexion. Sur des pistes de réflexion qui sont bonnes d'ailleurs, mais qui doivent vous permettre de vous dire à la fin, dans la conclusion, est-ce que ce texte qu'on nous propose est bon ou est-ce qu'il est incomplet et qu'il doit repasser et revenir sur la table? J'ai bien compris qu'il y avait deux écoles ici. Hein, moi, je suis de la même école de mon collègue et de l'ancienne école qui dit, et qui est vraiment, alors là, une spécificité polynésienne, pour le coup, c'est de dire oui ou non, et pas de dire voilà notre avis. Ça, c'est une façon de ne pas se mouiller, de dire ah ben non, on est là, on ne bouge pas, on vous fait le truc. Ah, et c'est l'école Raymond Raoul qui est d'accord avec ça, c'est tel est l'avis. Moi, je pense qu'on doit critiquer le texte, et que le texte, parce que les propositions et les réflexions, c'est très bien, mais à la fin, il faut dire est-ce que c'est bon ou pas. Et moi, je suis de cet avis-là. Et après, de dire, et vous pouvez très bien mettre dans le texte ne convient pas, il faut le retravailler, représentez-le avec des modifications. On va revenir encore au même thème, mais excusez-moi, quand vous nous dites les pistes de réflexion, ben vous pouvez avoir toutes les pistes de réflexion que vous voulez. Ce qu'on vous demande, c'est est-ce que le texte est bon. Vos réflexions, je vais vous dire, quand ça va arriver à l'Assemblée, voilà, le texte, est-il bon ou pas bon? Et Monsieur Plé, Mesdames les rapporteurs. Oui, rapidement, la Commission a tranché en faveur d'un avis favorable. Donc elle s'est positionnée pour ce coup-là. Madame Martin, ensuite Raymond. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Monsieur Plé, vous démarrez un business qui passe de 2 à 3, ben vous démarrez un business, au bout de 2 ans, vous avez encore matière à avoir un peu plus, et donc ça pousse à 3. Et au bout de 3 ans, ben voilà, vous avez assis votre commerce et vous souhaitez effectivement passer sur des baux commerciaux. Et à ce moment-là, vous passez sur un bail commercial. Si vous dramatisez tout de suite en pensant qu'au bout de 3 ans, vous allez être évincé pour que quelqu'un, le bailleur, fasse exactement votre commerce, vous avez un problème, Monsieur Plé. Non, les gens ne sont pas comme ça. Les gens sont des gens honnêtes, sont des gens qui ne sont pas en train de vouloir rouler le voisin. Au contraire, moi je suis bailleur, je loue, et mon locataire il s'en sort, tant mieux pour lui, ben là on va passer un bail commercial. Pourquoi vous dramatisez systématiquement? Ça devient agaçant. Merci. Merci, Madame Raymond. Ensuite, Félix. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste dire à Monsieur Plé de relire peut-être le dernier paragraphe de la page 1 sur 3 de l'exposé des motifs. Et puis, je ne suis pas détentrice de vérité, sinon je n'ai fait que lire la note administrative. J'en ai fait des extraits. Ensuite, les gens choisissent. Je suis désolée, mais je n'impose pas. Merci. Merci bien, Monsieur Félix. Madame la Présidente, c'est le repasseur qui parle là. Il n'est pas question pour moi, j'investis dans ma planche à repasser et mon fait à repasser, il n'est pas question que je signe un bail commercial. Je suis demandeur d'un bail précaire. Pourquoi? C'est pour essayer de voir si mon activité va pouvoir se développer, si je ne vais pas pouvoir réinvestir. Voilà. À côté, il y a la copine qui a une laverie, elle a 2 machines à laver. Elle aussi, c'est pareil. Hein, voilà. Moi, je prends son linge pour repasser. Et voilà. Ouais. Donc, nous sommes tous demandeurs, en tant qu'auto-entrepreneurs qui venons de débuter, nous sommes tous demandeurs de bail précaire pour plus tard pouvoir se développer, essayer, hein, si la conjoncture le permet, et ensuite pouvoir signer un bail commercial de longue durée. C'est comme ça que je vois la possibilité de développement. Hein. Merci, Maroudou. Merci, Monsieur Plé. Ensuite, Monsieur Louis et Raymond. Et je crois que les gens n'ont pas bien compris ce que c'était qu'un bail commercial. Je ne sais pas,
Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'un bail 369, d'accord? C'est pas le propriétaire qui peut vous dire au bout de 369, vous partez. À partir du moment où vous avez un bail commercial, le preneur, il est là ad vitam aeternam. Sauf à ce que le propriétaire, le bailleur, rembourse l'entreprise à l'équivalent de son chiffre d'affaires. Hein, parce que en général, c'est ça. C'est viré à pas péter dans les baux commerciaux. Et pour répondre à madame, là, je comprends pas. Si je signe un bail commercial au bout de 6 mois ou d'1 an, il y a monsieur Fong qui a sa planche à repasser. D'accord? Si je dis, eh ben, c'est la même chose qu'un bail précaire, sauf que j'ai la protection. Ben, je comprends pas. Qu'est-ce qui te dit? Ah non, je veux un bail précaire parce qu'il y a marqué précaire. Mais un bail commercial, tu le signes au bout de 6 ans. Si tu as envie de partir au bout de 3 ans, tu t'en vas. 3, 6, 9. Vous pouvez partir, mais vous n'avez pas l'obligation de partir. Donc, en fait, on est en train de nous faire croire que oui, le bail précaire, c'est mieux que le bail commercial, pratiquement, si on l'écoute. Mais non, pas du tout. Tu signes un bail commercial tout de suite au bout de 4 mois, tu es invirable. On ne peut plus t'enlever. C'est ça la différence. Et on protège le chiffre d'affaires et l'activité de l'entreprise. Vous, ce que vous voulez, c'est pas protéger le chiffre d'affaires et pas protéger l'activité de l'entrepreneur. Si au bout d'1 an, j'ai toute ma clientèle et que ça a réussi, le bailleur peut arriver avec un bail dérogatoire en disant bah, c'est fini, il faut que tu déménages, j'ai trouvé mieux, j'ai une personne qui va payer plus mon local. Ça, c'est protéger l'entreprise. Alors là, je suis désolé, hein, monsieur Fong, à moins que vous soyez qui a un bac +8 en entreprise, ce que je ne pense pas que ça soit le cas dans les douanes françaises, je ne comprends pas ce que vous dites là. La planche à repasser, eh ben, la valeur de la planche à repasser, si vous faites 8000 tonnes de repassage et que vous avez 80 clients, avec le bail commercial, vous êtes protégé. Merci, monsieur Louis. Merci, madame la présidente. Bonjour, chers collègues. Non, en fait, juste pour rebondir, Christophe, Félix n'a pas un bac +8, il a un bac à linge pour le passer. Ben, toujours est-il que quand je parlais d'amendement, heureusement qu'on n'est pas, nous, les conseillers à l'Assemblée, c'est peut-être que ça irait plus vite dans le gouvernement du pays, mais je voulais dire que l'amendement, c'est l'amendement de l'avis, pas l'amendement du texte qui passe à l'Assemblée. On n'a pas ce pouvoir-là. Effectivement, le pouvoir législatif est détenu par les membres de l'Assemblée, mais on parle bien d'un amendement au sein de l'avis que l'on va transmettre. Voilà. Exact. Raymond, après Teiki. Merci, Madame la Présidente. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'on s'attarde uniquement sur la valeur du bail dérogatoire quant au bail commercial, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce que ce texte apporte, à savoir qu'on parle aussi de baux successifs, dérogatoires bien sûr, dont la durée ne doit pas être supérieure à 3 ans. Ensuite, on a parlé d'un état contradictoire des lieux à l'entrée et à la sortie du local loué, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, avec cet état des lieux, justement, on verra si le local est conforme aux normes de sécurité et de salubrité, parce que ça a été rajouté. Il est rajouté l'article LP qui dit que le Conseil des ministres fixe par arrêté la liste des grosses réparations qui peuvent être imputées aux bailleurs. Qui ne peuvent pas être imputés aux locataires, mais donc aux bailleurs, de par leur importance financière, et qui, par leur nature, garantissent la sécurité et la salubrité des locaux loués. Ensuite, on a parlé donc de tout ce qui est grosse réparation. Ça a été indiqué pendant la lecture. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est quelque chose qui vient ajouter à la sécurité du locataire. Et on nous a dit justement, dans l'exposé des motifs, que à cause des formalités administratives, parfois de la lenteur des formalités administratives, à cause aussi des problèmes d'installation, de mise en route de l'activité, 2 ans, ça n'était pas suffisant. C'est pour ça que l'on a passé la durée à 3 ans. Mais il y a aussi tous ces changements-là qui viennent dans le projet de loi de pays et que nous avons commenté. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Teiki. Peut-être un dernier avis, après on passe à... Non, mais ça va être très court parce que Raymond vient d'aborder le sujet que je voulais remettre un petit peu en partage. C'est celui, effectivement, de qui fait quoi au titre de la norme de sécurité incendie, la norme de sécurité des travailleurs et de la réception du public.
sécurité incendie, c'est souvent la norme électrique. Donc, c'était presque une question en fait. Vous mentionnez à un moment donné que la CCISM devrait avoir un rôle important. Est-ce qu'il y a une entité aujourd'hui qui capitalise l'état des locaux soumis à bail? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on sait? Christophe, il nous a partagé un petit peu, mais je veux dire que c'est une information de réseau, quoi. Mais une information officielle, parce que ça me semble important de savoir qu'un quartier ou une capitale ou un pays offre à ses acteurs de l'activité commerçante un niveau, un standard. Mesdames les rapporteurs. Monsieur Play. Je vais essayer d'éclairer mon ami Tiki. En fait, moi je vais prendre mon cas. J'ai des locaux en centre-ville. Quand je suis arrivé, j'ai refait toute l'électricité à ma charge. Alors que j'avais un bail commercial. Ça m'a coûté plusieurs millions. D'accord ? Alors même que dans les locaux, le local de mon bailleur, lui, n'avait pas une électricité aux normes. Moi, je me suis mis aux normes. Ça m'a coûté, mais en même temps, j'avais des salariés, je voulais que tout le monde soit en sécurité, etc., etc., etc. Par contre, le bailleur, lui, il peut exiger la conformité de l'électricité tous les ans ou tous les 2 ans, je crois. Hein. Parce que moi, j'ai reçu, veuillez m'envoyer l'attestation que votre électricité est aux normes. Donc là, tu fais venir un électricien agréé qui va venir vérifier tes installations et te dire, pauvre, qui te met le tampon et qui te dit, voilà, j'ai vérifié votre électricité, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En général, quand il te fait une liste, tu es obligé de le faire, hein, si tu veux avoir la conformité. Et puis derrière, ça permet, pour information, d'avoir des réductions sur les assurances. Parce que maintenant, les assurances, si tu leur donnes une attestation de conformité d'électricité, eh ben, ils baissent ton prix parce qu'ils considèrent que le risque est moindre. Je le sais parce que maintenant, bah, du coup... alors par contre, il faut quand même faire venir le gars pour faire le contrôle, et ça ne coûte pas 0 non plus. Hein. Donc c'est pour te dire que la relation avec ton bailleur, ce qui est bien dans ce qui est proposé, et moi, franchement, hein, je ne me poserai pas de questions. Hein. Tu loues des locaux, mais que ce soit un particulier ou une entreprise, le minimum, c'est que ton attestation d'électricité aux normes, elle soit faite, quoi. Et ça, c'est à la charge du propriétaire. Ça ne peut pas être à la charge du preneur. Donc voilà, ça c'est une vraie avancée, ça. Et ça devrait être exigé. Parce que ce n'est pas au bout d'1 an, 2 ans, qu'on va dire, après un bail précaire, ah ben non, mais il faut faire l'électricité. Non. Si tu considères que le risque existe tout de suite, il faut, avant même de le mettre à la location, on devrait exiger une attestation d'électrique. Comme ça se fait en métropole, sur le plomb, sur tout un tas de trucs, il faut 3-4 attestations. Sans que les services aient besoin d'intervenir d'ailleurs. Que ça soit dans le texte, en disant vous ne pouvez pas louer des baux précaires, ou d'ailleurs que ce soit précaire ou commercial, si vous n'avez pas une attestation de conformité de votre électricité. Ça me paraît d'une logique implacable. Mais voilà, c'est pour te dire la relation, comment ça peut se passer. Mais en même temps, quand tu as un bail commercial tout de suite, moi, j'ai signé mon bail commercial. Ben, j'ai mis mes 2 millions de travaux pour l'électricité. Parce que j'avais la certitude que mes locaux, je les garde ad vitam aeternam. J'aurais été dans un bail précaire. Je ne faisais pas mes trucs électriques. Hein. Merci, monsieur Play. Mesdames les rapporteurs. Oui, monsieur Play, c'est pour cela qu'à la page 3 sur 7, on demande au rédacteur d'intégrer l'article R145-35, voilà, concernant les grosses réparations. Ensuite, je voulais revenir sur le bail précaire. Tout auto-entrepreneur qui démarre une activité est tenu de tenir un registre de sécurité. C'est une obligation, c'est dans le Code du travail, c'est la LP 4711-1, et c'est aussi dans le Code de l'aménagement, D515-13. Donc, que ce soit une occupation de bail précaire ou bail commercial, à partir du moment où on a un salarié et on fait une activité, on est obligé de suivre cela. Merci, monsieur Montfort. Oui, bonjour à tous.
Et merci à nos invités d'être là. Je suis assez surpris qu'on passe beaucoup de temps sur cette histoire de bail précaire, puisque le bail précaire, c'est un dispositif dérogatoire quand on crée une entreprise ou aussi si on a une activité saisonnière. Quelqu'un qui veut faire de la location de vélo pendant la saison où il y a le plus de touristes, il va faire un bail précaire pour 3 mois, pour 6 mois, juste pour cette activité-là. Le projet de loi, il a 9 articles. Il y en a 2 qui concernent les baux et tout le reste, ça concerne la dématérialisation des assemblées générales des entreprises. Ça, c'est une vraie révolution dans la façon de gérer une entreprise dans les actionnaires. Et je l'ai dit en commission auquel j'ai participé, on rend un avis avec 4 pages sur les baux commerciaux et 1 page sur les organes de décision. Or, le vrai changement, ce n'est pas de rajouter 1 an à un bail précaire. Le vrai changement, c'est comment les associés d'une entreprise vont pouvoir prendre des décisions. Et sur ce projet de loi, on parle de la signature électronique qui n'est pas applicable à ce type de document. Alors ça ne sert à rien de faire des assemblées générales virtuelles si on ne peut pas signer les documents de la même façon. Je ne vois pas l'intérêt. S'il faut s'envoyer des recommandés après, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense qu'on aurait dû, et je l'ai dit en commission, on aurait dû répondre simplement, et je vais rejoindre M. Play sur ça, à la question qui était posée, est-ce qu'on est d'accord de passer de 2 à 3 ans? Dans des cas très particuliers, ça peut avoir un sens. Est-ce qu'on est d'accord pour faire un vrai état des lieux, ce que disait Raymond, pour être sûr que tout le monde ait des locaux qui sont en état de fonctionner? Ça avait un vrai sens aussi. Et on aurait dû se borner à ça. On est parti sur une liste de recommandations sur les baux commerciaux. Ce n'était pas la question. Et on n'a pas répondu à la vraie question, qui était la révolution que consiste le nouveau mode de gouvernance des entreprises. Voilà. Merci, M. Montfort. Je vous propose donc pour cela de passer à l'étude de la proposition d'amendement déposée par Mme Raymonde Raoul. Et je demande sa distribution. Merci. Madame Raoul, je vous invite à présenter votre proposition d'amendement. Merci, Madame. Bien. Merci. Cette modalité est inscrite aux articles LP3, LP4 et LP5 du projet de texte. Il convient que la société civile organisée s'exprime également dans son avis sur cette nouveauté réglementaire dans le sens où elle adhère à ce principe. Proposition d'amendement. À la page 5 du projet d'avis du CESEC, la partie 3.2.1 d'une meilleure flexibilité de la tenue des instances de concertation des sociétés par la possibilité de l'utilisation de moyens électroniques de communication est complétée d'un dernier alinéa. Au titre des facilitations des modalités de prise de décision des sociétés commerciales, le CESEC adhère également à la mise en place du cadre réglementaire concernant la consultation écrite des décideurs. Merci, Madame la Présidente. J'ouvre le débat. Monsieur Montfort. Oui, j'aimerais que Raymond nous précise son propos parce que j'ai du mal à comprendre le sens de cet amendement.
Alors, en fait, nous faisons des conclusions sur la façon de se réunir des organes décisionnels, mais il y a aussi la consultation à domicile qui est possible. Or, on en a parlé au tout début. Alors, je vous relis ça. Au tout début, à savoir... Attendez, j'arrive pas à retrouver. Enfin, dans le même temps, au terme de l'exposé des motifs, les auteurs du projet de texte souhaitent, sur le même principe, faciliter les modalités de prise de décision dans ces instances décisionnelles en permettant que certaines décisions puissent être prises par consultation écrite des décideurs. Et malheureusement, ça n'a pas été repris après dans les préconisations, dans les observations. C'est pour ça que je demande de rajouter cela, si c'est possible, si vous en êtes d'accord. Parce que sinon, on ne voit que la visioconférence, le quorum, la notion de majorité. Monsieur Montfort, merci. Oui, mais Raymond, de tout ce qui est décision des assemblées générales en présentiel, c'est déjà tout réglementé. Hein. Ça, on rajoute juste le fait de pouvoir le faire virtuellement, mais tout ce qui est aujourd'hui, si on le rajoute, c'est bien qu'aujourd'hui, il faut être présent. C'est déjà tout inscrit dans le code. Aujourd'hui, quand tu fais une assemblée générale, tu dois être avec tous tes associés en face à face. Donc là, c'est en présentiel. Oui, mais c'est déjà mis dans la loi. Là, on augmente la loi en rajoutant la possibilité de faire de la virtualisation. Mais le cadre normal reste quand même le fait d'être face à face. Je sais, mais la consultation écrite n'était pas là. Et là, ça a été rajouté dans le texte. Merci. D'autres avis? Sinon, on passe au vote. Le vote de l'amendement, bien sûr. C'est bon? Donc, je propose de passer au vote de la proposition d'amendement. Ah, pardon, monsieur. Non, je vais être sûr que tout le monde ait bien compris, parce que moi, je comprends pas très bien ce qu'ils sont en train de dire. Mais je vais, en fait, et Raymond, éclaire-moi, parce qu'il faut que je puisse voter bien, j'espère, dans ton sens. En fait, toi, ce que tu dis, d'une meilleure flexibilité et la tenue des instances de concertation des sociétés par la possibilité de l'utilisation des moyens électroniques de communication, et complété par le dernier alinéa. En fait, tu rajoutes aux règles générales, hein, si j'ai bien compris, de présentiel et de visio, les mails, etc., c'est ça? C'est ça? Parce que ce n'était pas précisé, c'est ça? Non, mais les mails par voie électronique, c'est-à-dire, moi j'entends par ça, moyen électronique de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mails et la visio. C'est ça que tu veux dire, Raymond, ou pas? Ce que je veux dire, c'est qu'on a rajouté aussi dans certains alinéas que les consultations peuvent être faites par écrit. C'est ça, c'est tout. C'est bien par écrit, on est d'accord. C'est ça, enfin, c'est ce que tu sous-entends. Que ce soit le mail ou consultation sur une décision en assemblée. D'accord. Et c'est mis dans les articles LP3, LP4, LP5, mais ça n'a pas été repris dans nos propos, dans nos commentaires. D'accord. C'est simplement ce que je demande, hein, c'est tout. Je reprends ma proposition de passer au vote de la proposition d'amendement. Comme à l'habitude, les prisons, ensuite le vote des procurations. Monsieur Alliot? Ouais, c'est pour. Ah ouais. Ceux qui sont pour. On commence par pour, après abstention et contre. Alors, pour Félix, Awaiki, Atonia, Moya, Christophe, ça modifie en rien. Marguerite, Mariana,
Karel, Louis, Henriette, ah, Thierry. Si je repars du Thierry, je change tout. Là, j'ai perdu le fil. Ouais. J'ai perdu le fil. Si, je viens là. Ah ouais, c'est fait là. Après, là, je reviens ici. Mais l'autre, il a levé. Alors, où on est? Patrice, Yvette, Ina, Vitra qui n'est pas là, Raymond, Joël, Teki, Léna, et je reviens, oh là là, Sandra, Christophe, et je reviens devant. Ouais, Jean-Michel, Edgar, Moana pour, Thierry pour, Martine, Méré pour, et la dernière, André. Pour. Ça y est, c'est bon. Je reviens maintenant pour les procurations. Et toi? Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, il y a contre et abstention. Qui est contre? Attends, voilà, il demande. Abstention. Joël. Teiki. Christophe. Non, il a dit. Edgar. Pour l'amendement, hein? Ouais, ça, c'est pour l'amendement. Il reste Les procurations. la... Ah, pardon, les Ah, procurations. ça, c'est les procurations. Mais là il y a abstention. C'est bon. C'est bon. Oui. Maintenant, contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non? Contre. Il n'y a personne. Procuration, si. Tout à l'heure, c'était le vote pour, après abstention, après et contre. contre. Tu étais contre au templé ou pour abstention? Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, Andrea. C'est le dernier. Abstention aussi. Procuration maintenant? Ah, les procurations. Sanlé, c'est Christophe. Procuration. Pour. Là, on revient. Là. Ouais. Abstention. Gisèle, c'est Eugène. Pour. Galnon, c'est Atonia. Pour. Isabelle, c'est Andrea. Andrea. Pour. Pour Manaté, c'est Thierry. Pour. Pour Patricia, c'est moi. Pour. Il reste Marotea. Marotea, Il n'y a pas là? si. Il est venu ce matin. Ah, excuse-moi, j'ai pris. Ah. Ah là là, pas mal réveillé. Maximilien, c'est Maëva. Malotea, Raymond. Pour. Tahia, Joël. Abstention. Karel, il est là, mais... Henriette, c'est Karel. Elle est là, Henriette. Ah. Diana, Edgar. Pour Diana. Non, pas mon réunion ce matin. Donc, nous avons... Bon, enfant, attends, il y a Stanley là, je ne sais pas. Non, Stanley, ouais. Je t'ai oublié, excuse-moi. C'est qui? Alors, c'est lequel Christophe qui devait voter? Il n'y a pas Hilani. Pour Stanley, ben, on a dit que c'était Christophe Lé qui votait.
Ah, il était en... Ah oui, Méré. Non, non, je n'ai pas lu parce que... S'il vous plaît, je voudrais demander à monsieur... Enfin, moi, je lis ce qui est marqué là. Hein. Stanley, il a donné à Christophe Montfort. Et pas à Christophe Plé. Non. Enfin, c'est ce qui est marqué là. Hein. Il y a deux voix de Stanley. C'est Montfort qui doit voter. C'est Montfort. C'est Alors, Christophe. Mais c'est les deux, c'est pareil. Pour, Christophe. non. Pour. Eh, c'est la même famille, il peut voter. Bon, voici les résultats. 31 pour l'amendement avec 7 abstentions. Donc l'amendement passe. Oh là là. Nous allons passer maintenant au vote de l'avis. Alors. Oui. Je voudrais juste vous dire que je me suis abstenu forcément sur l'amendement de Raymond parce que pas parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est bien en fait, mais je savais qu'il allait passer. C'est parce que je vais voter contre le texte, forcément puisqu'il n'est pas à l'avantage de l'entreprise et que ça n'a pas été pris en compte et que je considère aujourd'hui que c'est une reculée. C'est comme si vous disiez à des salariés, le CDD c'est mieux que le CDI. Allez, les salariés vous diraient précaire et bail commercial. CDD, CDI, c'est pareil. Donc, bah non. Donc, c'est pour ça que je me suis abstenu sur l'amendement de Raymond. C'est pour ça que je voulais lui dire. Merci. Monsieur Plé, pour les justifications. Une dernière intervention, Madame Méré. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, merci Madame la Présidente, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du bail dérogatoire prorogé pour ceux qui lancent une activité. Or, ce ne sont pas que ces personnes, en fin de compte, qui bénéficient. Actuellement, il y a une pénurie des terrains nus. Nous, on n'a pas le choix, en fin de compte. Les propriétaires de terrains nus ne veulent pas mettre des baux commerciaux parce qu'en fin de compte, eux, ils veulent avoir des projets d'immeubles, etc. Aujourd'hui, je cherche des terrains nus pour entreposer les produits, des tuyaux, etc. C'est introuvable. Donc, je n'ai pas le choix. Mais c'est vrai que c'est plus avantageux pour moi de savoir dès le départ que j'aurai 3 ans au lieu de 2. Je n'ai pas le choix, c'est la réalité. Hein. Merci, Méré. Nous passons au vote et je propose à ce que la secrétaire fasse l'appel. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Ouais. Merci. C'est mieux, parce que c'est quand même une question. Donc, on va d'abord Demain matin, on est encore là. faire le décompte des voix pour. S'il vous plaît, levez la main très haute parce que je suis petite. Hein. Donc, on va commencer par pour Félix, Avaiki, Atonia, Moya, Christophe Montfort, Marguerite, Mayana, Karel, Louis, Henriette, Thierry, Patrice, Ina, Yvette, Raymond, Joël, Léna, Sandra, Méré, Edgar, Macalio, présidente, Thierry Buteau, Maëva Van et Florence et Martine. On passe et Eugène. Donc on passe aux voix contre l'avis. Monsieur Christophe Plé, Madame Andrea Roiho et Moana Mamataoueyat et Jean-Michel Ansin. Aux voix abstention. Aux abstentions.
Teiki. On passe aux procurations. Maximilien pour Madame Van. Pour. Marotea pour Raymond Raoul. Pour. Tahia Chuntian pour Joël Cario. Pour. Heirani Nouveau pour Mireille Trouillet. Pour. Karel Luciani pour... Ah non, non merci, pardon. Janayenko pour Edgar Teyatoua. Pour. Stanley Lacotte pour Monsieur Christophe Montfort. Pour. Gisèle Tehioura pour Monsieur Eugène Sommers. Pour. Patrick Galnon pour Atonia Ter-Inohorei. Pour. Isabelle Trébuc pour Andrea. Contre. Manaté Vaivich pour Thierry Mousser. Pour. Et Patricia pour Macalio. Pour. Pour. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. La proposition d'amendement est adoptée. Pardon. La proposition du texte est adoptée par 38 voix pour, 5 abstentions et 5 contre, et une abstention. 38 pour, 50, une abstention. Donc la voix passe. La proposition de loi. Voilà. La proposition d'avis passe. Merci, mesdames et messieurs, merci les invités d'être là et d'avoir participé. Merci bien. Et on va prendre 5 minutes de pause, le temps que l'intervenant qui va faire l'exposé se prépare. Merci bien. Alors, Jean-Michel. Ça y est, c'est bon, mon gars.